Salut Aurélien, ça va? Ça va très bien, impeccable. Confiné, mais très bien. Merci de me réserver ce petit échange. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement d'où tu es, depuis combien de temps tu fais du kite? Ça fait pas mal d'années maintenant. Ça fait depuis 2001 que je me suis lancé dans le kite. Alors, mon histoire, elle est que déjà, je viens pas du milieu maritime. Je suis né et j'ai grandi à Poitiers, dans l'ouest de la France. Et c'est à l'âge de 16 ans où j'ai appris à faire un peu de surf. Et à l'âge de 18 ans où je me suis lancé dans le kite. Et là, on était en 2001 et on était exactement à Kerio, là où je vis aujourd'hui. Et tu te souviens de ta première aile? Parce qu'on a tous un souvenir de cette première aile qu'on a achetée avec notre petit argent de poche, entre guillemets. Est-ce que tu as un souvenir de celle-là? Elle doit être toujours dans ta tête, hein. Oui, parce que déjà, il a fallu que je vende mon matériel de surf pour m'acheter mon premier kite. Et le premier kite, c'était une Wipika Air Blast 8.4. Alors, à l'époque, on parlait de 8.4 pour la surface projetée, mais en fait, c'était ni plus ni moins qu'une 12 mètres carrés en surface réelle. Et oui, je l'avais acheté à Saint-Malo. À l'époque, c'était dans un magasin qui s'appelait Action Fun. Parce que maintenant on te connaît à faire du big air et tout, forcément on a des belles images, mais au début t'as tout de suite accroché au petit saut là, dès que tu sautais même à 30 cm, c'est direct plaisant. Eh bien, ouais, le premier saut, je me rappellerai aussi du premier saut, c'était à La Baule, sur cette grande plage où j'avais fait peut-être, je sais pas, j'aurais dit 40 ou 50 centimètres de hauteur, mais là ça avait bien commencé et après ce qui s'était passé, j'avais pas relancé ma voile, la voile est passée derrière, donc je me suis retrouvé avec une voile qui déventait derrière. Il a aussi fallu que je rentre à la nage, pas de peau, mais voilà. En tout cas, il y a du plaisir au départ, à quelques petites complications après, et puis après du replaisir pour un autre palier, pour une autre chose à apprendre. T'as toujours été attiré plutôt par les sauts ou parce qu'à l'époque le déhooké était en pleine vogue, hein, t'as fait un peu de déhooké ou pas par le passé? Non, j'ai jamais tellement accroché pour pas faire ce jeu de mots, mais en tout cas, j'ai toujours gardé cette volonté d'aller toujours plus haut et de garder cette vision plutôt aérienne du kite. Et c'est pour ça que je me suis orienté et je suis resté vers le big air. Ouais, et du coup aujourd'hui on voit ça marche, hein. Et du coup t'as navigué pas mal en Norse à l'époque avec les Vegas, je crois, qui était un kite qui s'est vendu énormément, hein. Oui, oui, à l'époque, on était en 2011-2012, j'étais effectivement en North Vegas et c'était des kites qui cartonnaient. Alors ça ressemblait un petit peu aux Dice d'aujourd'hui, des L4, enfin c'était 5 lignes à l'époque. Et après, j'ai changé gentiment vers un autre modèle quand ils ont orienté les Vegas en pur freestyle, en pur C-shape. Et du coup tu te reconnaissais pas parce que ça planait moins, parce que c'était plus violent. Qu'est-ce que t'as aimé tout de suite dans les ailes à bridage quand t'es allé? Tu t'y es mis du coup avec la Evo, j'imagine. Qu'est-ce que t'as aimé là-dedans, aux premières sensations déjà? La Evo, ce que j'aimais bien, c'est que quand tu montais, tu restais longtemps en l'air. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès des ailes à bridage. T'as beaucoup de hang time, t'as du lift, mais beaucoup de hang time, et du coup tu peux faire des manœuvres de plus en plus complexes, multiplier les rotations, tout ce que tu peux faire avec ta planche, et c'est aussi pour ça que j'ai accroché. Parce que, ouais, bah, du coup, t'as pas mal progressé. Nous, on te voyait sur nos spots. T'étais un de ceux qui montaient le plus haut et tout dans les années vers 2012-2013. Je crois que tu venais sur le nord-est quand on avait nos belles conditions. Mais à l'époque, t'étais pas sponsorisé ni rien. Au final, t'as été sponsorisé assez tard. Comment c'est arrivé le sponsoring ou du moins plutôt le partenariat avec une marque? Comment c'est arrivé tout ça? C'est arrivé par le fait que je me suis mis à faire de la compétition. On était en 2016. C'est vrai que jusqu'à 2016, je faisais du kite uniquement par passion, entre amis, en tant qu'amateur, et j'avais pas énormément de temps pour en faire suffisamment pour prétendre à faire de la compétition. Et en 2016, parce que mes activités annexes me permettaient, je me suis mis à voyager, notamment je me suis mis à partir vers Cape Town. Et c'est là où j'ai vu que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et pour moi, la seule solution pour apprendre, pour se dépasser, pour aller toujours plus haut, c'était de s'inscrire à des compétitions. Et donc, un beau jour, effectivement, j'ai posté une vidéo sur le site du Red Bull King of the Year,
Je m'attendais pas forcément à une sélection, mais la sélection était là. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis fait sélectionner que je me suis mis à chercher des sponsors. Et t'as trouvé assez facilement, j'imagine. Du moins, t'as eu un contrat très rapidement, non? Oui, ça va. En fait, je dirais que le plus compliqué, c'est d'avoir des sponsors à son image, euh, où la contrepartie qui va nous être demandée va nous plaire. Je cherchais pas forcément des sponsors qui allaient me demander de faire uniquement de la com sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais plutôt autre chose. Et qui allaient aussi me permettre d'avancer dans la vie, d'apprendre des choses sur un plan pro, sur un plan perso. Et c'est pour ça que j'avais mis un petit peu de temps, quelques mois, pour choisir les bons sponsors. Et à l'époque, c'était F1 pour l'équipementier en kite. Et après, il y a eu d'autres sponsors qui n'avaient rien à voir avec le monde du kite, mais qui avaient envie de sponsoriser une personne qui se lançait dans le sport de haut niveau. Parce que du coup, t'as une démarche qui est complètement différente parce que t'as un boulot à côté. Le kite n'est pas ta source de revenus principale. Et tu fonctionnes d'une manière, de ce que je crois comprendre, où tu as certes l'équipement, mais derrière, tu veux avoir un budget annexe pour pouvoir faire tes projets et ne pas être trop bloqué non plus, être assez libre et pas dépendant en comme tous les autres qui doivent faire du feed Instagram, des shootings, etc. Toi, tu veux vraiment naviguer toujours pour ton plaisir un maximum et avoir des sponsors qui vont dans ce sens-là, non? Tout à fait. Et tu l'as dit parce que au début, tu disais que je faisais pas comme la norme. Alors déjà parce que je suis certainement l'un des plus âgés. Donc rien que ça, déjà ma position fait que je suis un peu hors la norme. Mais également, j'avais envie, en tout cas en rentrant dans le monde du kite et notamment du sport de haut niveau, envie de faire passer des messages, envie de montrer qu'on peut faire des choses différemment, notamment par exemple dans la recherche de sponsors. Oui, on n'est pas obligé d'aller chercher des sponsors qui vont nous demander de faire que de la photo Instagram. On peut aussi trouver des sponsors pour faire passer des messages. J'ai trouvé des sponsors, par exemple, je peux nommer Serena, IBAN First, De Rennes. Ce sont en fait des PME, des startups qui me demandent quelque part de communiquer différemment et surtout de faire passer des messages on va dire, de dépassement de soi, de gestion des échecs, d'innovation, tous ces messages-là qu'on peut retrouver aussi dans le monde de l'entreprise et également qui fait le parallèle avec un sportif de haut niveau. Ouais, complètement. Ça, pour le coup, t'es un peu hors norme là-dessus, mais bon, il y a peut-être l'âge aussi et l'expérience de vie qui fait que t'as une démarche un peu autre. Et on va parler un peu plus du quota, notamment qui t'a fait connaître un peu plus, beaucoup plus, de ton matos, et un peu parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent si, quand tu navigues au quota, bon, moi j'en suis au courant, mais est-ce que tu navigues avec du matos de série? Déjà, toi? Oui, la plupart, je dirais 90% de mon équipement, c'est du matos de série. Euh, En tout cas, avec du Duotone, le matériel que j'ai actuellement, j'ai pas besoin de changer des lignes, de changer des ailerons, de changer des pattes, d'ajouter des accessoires en plus. La seule chose peut-être que je change, c'est au niveau de ma barre. J'ajoute ce fameux Microok qui avait jusqu'à 2012 et qui a disparu du marché. Ça suppose de faire deux petits trous dans sa barre, d'ajouter un petit micro-hook et ça permet de faire tout ce qui est King Deadman, voilà, les pieds dans les lignes, la tête en bas et la planche dans les mains. Et toi, c'est quoi ton quiver du coup idéal pour gagner le King of the Air? Ça aurait été quoi l'idéal? Parce qu'en planche, t'as quelle taille par rapport à ton gabarit? Est-ce que tu prends des plus petites planches, des plus grandes planches par exemple? Euh, alors, je suis en 138-42 avec la Reimei. Alors, j'ai pris on va dire une 42, c'est-à-dire je fais que 73 kilos, mais j'ai pris volontairement une taille au-dessus par rapport à mon gabarit, puisque d'avoir une taille au-dessus, ça permet de faciliter des réceptions quand vous êtes en survitesse. Mon gabarit voudrait que je sois peut-être en 41 de largeur, et en tout cas pour cette compétition, on arrive suffisamment vite sur l'eau, il vaut mieux assurer le coup en ayant une planche un petit peu plus large. Et en aile, c'est quoi ta fétiche? C'est quoi ta préférée là? Cette année, je suis parti avec la Evo. Le grand changement cette année, c'est que les poulies ont été enlevées. Et c'est vrai que je me sentais beaucoup plus à l'aise avec la Evo de cette année.
Et pour moi, ça répond à tous les critères pour faire du big air. On a une aile qui est versatile pour avoir des loops qui descendent suffisamment, et en même temps une aile qui propose un hang time sérieux. Voilà, après je pense que la seule chose à faire évoluer, c'est moi perso et c'est l'entraînement. Alors j'aime bien la 8, malheureusement c'est pas celle que j'utilise le plus souvent, mais cette voile elle tourne super bien et on peut monter vraiment haut avec celle-ci. J'adore, j'adore. Et après, en longueur de ligne, parce que là, il y a beaucoup de débats sur les longueurs de ligne entre 20, 22, 24. Toi, c'est quoi que tu préfères? En 22 mètres de ligne. Ouais, bah c'est parfait, hein. C'est la taille parfaite, ça, hein. C'est vraiment bien. Après, ce qui fait la différence, 20 mètres, c'est pour celui qui veut descendre son kite beaucoup plus bas que la moyenne. Et 24 mètres, c'est certainement pour celui qui veut aller le plus haut. Je trouve que 22 mètres, c'est un compromis. Ouais, ouais, parce que du coup, vraiment, là, t'as pas ajusté. Et autant, il y a des riders, on voit, qui, eux, par contre, n'ont pas du tout de matériel de série, qui ont beaucoup de protos, soit des planches renforcées ou des lignes différentes, etc. Ça se voit quand même. Et comment tu le vois, toi, le fait que certains riders naviguent avec des protos sur les compètes, tu trouves ça juste ou pas? Je pense que la question, elle est plutôt de savoir est-ce que la marque dans laquelle ils sont sponsorisés euh, propose du matériel pour faire du big air. Du big air, c'est-à-dire une discipline qui a lieu dans 30 nœuds avec des lignes suffisamment solides et un shape de kite qui permet à la fois de monter très haut, à la fois de rester longtemps, à la fois de faire des kite loops qui vont descendre suffisamment. Si la marque vend du matos de série et on ne peut pas faire ce genre de choses avec, à ce moment-là, ils naviguent en proto et ça, je le comprends. Et toi, cette année, c'est lequel des riders qui t'a le plus impressionné sur le quota, là? Il y en a un qui m'impressionnera tout le temps, je pense, c'est Jesse Richman. Je trouve qu'il a et cette année, il m'a encore plus impressionné puisqu'il était toujours autant dans la prise de risque que les autres années. Mais il avait vraiment soigné ses réceptions, soigné son style, et il se retrouvait à poser des figures assez inattendues. Et je l'ai vraiment trouvé propre, enfin en tout cas à la hauteur d'un Jesse Richman. Steven Akerjik aussi, tu me disais, celui-là. Oui, non, mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour Steven. Après, je l'ai moins vu rider dans la mesure où il était contre moi. Donc à ce moment-là, je ne l'ai pas vu. Mais son hit en demi-finale, je crois, ouais, il brillait, vraiment. Après, voilà, on arrive dans des hits demi-finale où le niveau est sérieux. Donc, et ça peut jouer à très peu de points à la fin. Ah, c'est vrai que là pour toi, le podium cette année, c'était cohérent. Adlo, il a quand même fait son hit de manière assez impressionnante, hein, et Jacobsen avait une sacrée hauteur aussi, hein. Je pense que Adlo, cette année, il méritait d'être sur le podium. Puisque par rapport aux autres années, il a changé de style, il est devenu de plus en plus aérien, euh, il joue aussi la carte de la diversité, de l'innovation, et là je trouvais que ouais, il avait vraiment sa place où il était. Les critères de jugement ont évolué, vont plus dans le sens de ce que tu as apporté au final quand tu es arrivé au King of the Year, parce que tu étais le premier à faire des Kaidou no foot. Et là, on voit maintenant, quelle image tu as en regardant ça, de voir tout le monde faire des Kaidou no foot maintenant? Je trouve que ouais, c'est un bel hommage, je trouve ça sympa parce que tu te dis que tu as contribué à faire évoluer la discipline. Et je pense que quand tu contribues à faire évoluer quelque chose, je trouve que c'est valorisant. Et en tout cas, c'est appréciable. Et du coup, c'est vrai que là, la plupart, ils font des variantes. Donc toi, tu as le 3-6 de board dans le no-foot, il y a pas mal de trucs, mais c'est vrai qu'on voit des variantes en tout genre. Et c'est encore plus challenging pour toi maintenant que les mecs viennent te défier sur ton domaine. C'est challenging, mais en même temps, c'est ce qui me permet toujours d'aller plus loin, parce qu'on pourrait aussi se contenter d'un kite loop board off classique, mais quand tes petits amis rajoutent une rotation, quelque chose, tu dis pourquoi pas moi. Et je pense que sur un plan compétition, un plan personnel, je trouve que ça a du bon. Donc tu le vois, tu es vraiment content de voir que le King of the Air a évolué plus. On voit beaucoup de riders qui ont arrêté les sea shapes, sont allés vers les ailes à bridage et vers les straps. Toi, tu dois vraiment être content de voir cette évolution du sport en ce sens, étant donné que tu as toujours aimé les sauts hauts comme tout le monde, quoi. Je trouve que le King of the Year, déjà, ça permet à la discipline du big air d'exister et de continuer à exister. Et après, oui, les dernières éditions du King of the Year, en tant que spectateur, je trouve que le spectacle est beaucoup plus agréable euh, puisqu'il est divers et il y en a pour tous les goûts.
Ouais, c'est cool, hein, c'est bien de voir ça. Et là, cette année, c'est vrai qu'on était un peu frustré de voir la prise de risque moins prise en compte au final. Et t'en as subi les frais, hein, malheureusement. C'est vrai que c'est dommage de voir cela moins pris en compte, non? Tu trouves pas? Oui, après, le problème, c'est qu'il y a, bah, il y a la prise de risque, c'est vrai, mais il y a des choses, en tout cas, qu'il faut que je comprenne. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables en compétition. De ne pas poser un saut, il est normal que ça ne compte pour rien. Oui, tout à fait. Bah, ça te donnera au moins une envie de venir l'an prochain avec plus de variété et plus de diversité, j'imagine. Et c'est en ce sens que tu dois t'entraîner maintenant. Après, c'est vrai qu'on peut aussi toujours se dire, tiens, comment on peut gagner un hit en faisant uniquement un kite loop ou un kite loop avec une simple rotation? Comment on peut passer un hit? Oui, parce qu'en face, quand on a quelqu'un qui prend trop de risques et à la fin euh, qui pose pas suffisamment de sauts, bah, ça fait pas le job. Et je pense qu'on pourrait aussi prendre le cas de Jesse Richman 2 ou 3 ans en arrière, où effectivement il faisait des figures tellement engagées que tout n'était pas posé et des fois ça lui coûtait son hit, tout simplement. Oui, et c'est vrai que là, pour le coup, cette année, il a retenu les leçons, le bougre, hein. Ouais. Voilà, là il a retenu la leçon et il l'a bien retenu. Le kite, c'est quand même un moteur de voyage parce que tu fais des coachings quand même à travers le monde en parallèle de ton boulot. Et ça, c'est quand même une chance. T'aurais peut-être pas imaginé faire ça quand t'avais 18 ans et que tu tirais tes premiers bords à Keridio, quoi. Non, loin de penser, ouais, loin de penser à tout ça. C'est vrai que, en plus, j'étais pas du tout issu du milieu de la voile, donc il y avait à côté de moi des gens qui faisaient de la planche depuis un certain temps. Ils savaient ce que c'était que d'attendre le vent, ils savaient ce que c'était que d'arriver quand le vent était là, alors que tout ça, moi, je le découvrais. Et ça m'arrivait très souvent de faire des allers-retours pour rien. Parce qu'en fait, j'allais pas forcément les bonnes journées, j'avais pas su interpréter les modèles météo comme il fallait. Donc tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure, mais à aucun moment je me disais bah, peut-être qu'un jour bah, je finirai sur le King of the Air. Euh, voilà, c'est vraiment une belle surprise pour moi, cette compétition, ces sponsors. Ouais, c'est un beau chemin. Et après, au moins, au pire, si tu t'arrêtes, t'as quand même les plus beaux spots du monde en Bretagne pour t'amuser toute l'année, quoi. C'est clair. C'est vrai qu'en plus la Bretagne, ça a un avantage, c'est que il fait beau tout le temps. Enfin, j'exagère. Non, en Bretagne, on a des conditions qui sont hyper variées et des expositions qui sont hyper variées. Donc, oui, des fois, il faut savoir prendre sa voiture pour aller chercher l'endroit où il y a du vent, mais on a des spots qui ne se ressemblent pas, que ce soit entre la marée haute, la marée basse, ou la Bretagne Nord, la Bretagne Sud. Et en fait, on n'a jamais cette impression de routine, d'être toujours au même endroit, avec les mêmes personnes. On voyage au travers de la Bretagne et c'est vraiment satisfaisant. Nous, on n'a qu'une hâte, c'est que tu ailles au King of the Air l'an prochain et que tu mettes une fessée à tout le monde et on le souhaite vraiment. Et tu sais très bien qu'Ata Ride est à chaque fois derrière toi à fond. Il a jamais été aussi proche de moi, en tout cas cette année, quand il s'agissait de m'aider à installer tout le matos, de faire caddie. Et merci pour ça, parce que ça a été d'une grande aide. Ah oui, oui, quand on a fait caddie, ouais, c'est un petit stress, hein, préparer des kites comme ça, on en prépare depuis 20 ans. C'est vrai que les gens imaginent pas, mais préparer le kite de quelqu'un au King of the Air, moi j'ai rarement surveillé mes nœuds autant de fois et gonflé mon kite, surveiller la pression autant de fois. Ils étaient au top. Voilà, ils avaient été vraiment. J'avais rien à dire. En tout cas. Et puis, je profite aussi de cette petite vidéo pour remercier mes sponsors, à commencer par Duotone et Ion qui m'ont fait confiance il y a assez peu de temps. C'était en septembre dernier. Et j'ai envie de leur dire que le matos, c'est top. Et également aux autres sponsors que sans eux, je pourrais pas voyager autant, je pourrais pas m'entraîner autant, je pourrais pas faire autant de compètes. Donc merci à vous tous. Que grâce à leur voyage, au voyage qu'ils te permettent de faire, tu prends du niveau et t'impressionnes énormément, quoi. Et c'est quoi le prochain trick, au fait, en prévision? Alors, je suis en train d'essayer de m'entraîner, je dis bien, c'est un chèque en blanc que je vais faire, mais euh, le Boogie Loop Board Off, je trouve que c'est un beau trick engagé. Engagé, hein, parce que quand tu dois avoir la tête en bas, C'est là le problème, c'est que tu sais plus où tu habites et du coup tu sais jamais comment ça va se terminer. et j'imagine qu'avant de le passer, il y aura quelques fois où ça va se terminer avec un bon plat sur le dos. Pour être transparent, ça a déjà commencé, on va dire, à la fin de la saison de Cape Town. Oui, j'ai pris quelques pets et oui, je donnerai pas de détails, mais oui, ça m'a secoué un petit peu. Ah bah on a hâte de voir ça, et il n'y a qu'une adresse pour le kite, c'est @taoride.com. A très bientôt sur @taoride.com.